j'ai 64 ans, je suis DSI, c'est-à-dire directeur des systèmes d'information. Donc, j'ai passé l'essentiel de ma carrière professionnelle dans l'industrie manufacturière, dans des groupes comme Valeo, l'automobile, la climatisation Airwell et l'électroménager Brandt plus récemment. Alors, donc, sachant que depuis 2017, je suis indépendant et je suis DSI en temps partagé, donc ce qui est différent puisque j'interviens pour plusieurs clients simultanément, que ça soit en mode récurrent 1 à 2 jours par semaine pour des PME, des TPE, des associations professionnelles, des ETI, ou en mode mission, direction de projet, diagnostic, schéma directeur, ou encore manager de transition. J'étais en fin de carrière et à l'issue d'un plan social, comme on dit, un plan de sauvegarde d'emploi, pardon. Donc, je me suis retrouvé à envisager la deuxième partie de ma carrière, si j'ose dire, donc à 59 ans, comme indépendant. Et donc, il a fallu effectivement une certaine gymnastique intellectuelle pour se placer en tant que prestataire et en même temps imaginer un cadre légal de tout ça. Et c'est pour ça que le portage salarial était bien adapté, parce que ça me permettait de démarrer des missions très rapidement sans avoir à me poser la question de créer ma propre structure, d'être freelance, d'être auto-entrepreneur, etc. Donc, c'était plutôt rassurant parce que ça me permettait de continuer en tant que salarié tout en me concentrant justement sur ma nouvelle position intellectuelle de prestataire, en plus en temps partagé, c'est-à-dire en devant chaque jour retrouver un environnement nouveau, des nouvelles personnes, des nouvelles missions, et tout ça étant par contre très très stimulant pour un futur retraité. Alors, c'est quoi exactement un contrat de portage salarial? Alors, donc, c'est une relation entre les trois acteurs, donc le salarié porté, une entreprise cliente finale et la société de portage. Alors, comment ça se passe? Ça se passe en 3 étapes pour contractualiser. Tout d'abord, ce qui est important à dire, c'est que c'est le jobber, donc qui doit trouver par lui-même sa mission. Hein, donc, il prospecte, il établit des propositions, il négocie ensuite avec son client les conditions d'intervention, évidemment le tarif, l'objectif de la mission de façon très claire et les résultats attendus. Une fois que ça, c'est bouclé, en fait, c'est la société de portage qui établit un contrat de prestation de service avec le client final. C'est la deuxième étape. Et une fois que donc, il y a une commande par le client, et une fois que cette étape est bouclée, il y a un contrat de travail, cette fois-ci, entre la société de portage et le salarié porté. Alors, un contrat qui peut être de type CDI, CDD, c'est selon le souhait ou la possibilité des deux parties. Le porté est salarié de l'entreprise de portage, au sens où il a la protection sociale d'un salarié, c'est ça? Oui, c'est ça. On retrouve toutes les caractéristiques d'un salarié, donc la mutuelle. Alors, ce qui est en plus, par contre, c'est une garantie de responsabilité civile professionnelle, puisqu'on intervient en tant que prestataire. Donc, c'est la société de portage, on bénéficie de cette société de portage. Mais par contre, sinon, on perçoit on a un bulletin de salaire mensuel. Dans la plupart des sociétés de portage, on peut également, si on le souhaite, lisser son salaire, hein, parce qu'évidemment, l'émission, il y a des à-coups, hein, il y a des intermissions, des choses comme ça. Donc, on peut ne pas percevoir la totalité de son salaire, enfin, du montant facturé, pardon, pour avoir un salaire à peu près homogène chaque mois. Donc, voilà, comme un salarié normal, on peut même, sous certaines conditions, parce que si on travaille à temps partiel, continuer à rester inscrit à Pôle emploi, par exemple. En termes de salaire, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on est un peu mieux payé, un peu moins bien payé qu'en CDI? Alors, tout dépend des missions. Globalement, on peut dire, si on travaillait à temps plein, évidemment, on ne peut pas comparer à temps plein en portage parce qu'on est plus comme prestataire.
Les montants facturés sont du taux journalier. Donc, on facture des journées de travail. On peut également faire des forfaits, mais qui sont basés sur un nombre de jours de travail. Donc, moi, je comparais plus ça à une rémunération de France quand même. C'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes dans lesquelles on travaille quasi temps plein, et donc là, on gagne plus qu'un salarié en CDI. Et puis des périodes d'intercontrat où là, on ne facture pas. Donc, en théorie, on n'a pas de revenus, sauf si on a prévu de lisser son salaire, comme je l'ai expliqué précédemment, et de dire on n'a pas perçu la totalité de ce qu'on a gagné le mois précédent, et auquel cas, on a un salaire équivalent qui permet d'avoir un peu une partie fixe, une partie variable, mais c'est selon le souhait de chacun. D'accord. Donc, c'est important quand on est, c'est comme quand on est freelance, en portage salarial, ce qui est important, c'est son taux journalier moyen qui permet de s'établir son salaire. Donc, quand on veut se lancer, on part sur des hypothèses de taux journalier moyen qu'on doit négocier avec son client et d'un nombre de jours de travail qui, en général, ne fait pas du temps plein, puisque il faut prévoir également du temps de formation, de prospection commerciale, et faire un peu un business plan sur cette base, de dire comment je peux espérer, combien je peux espérer gagner par jour, en jours facturés, et combien de jours facturés sur l'année. C'est comme ça qu'on établit en général son projet. Et au final, il faut effectivement s'assurer qu'on est à peu près équivalent, un peu plus, un peu moins par rapport à un CDI. Mais ce qui est très différent, c'est le mode de travail. En connaissance de cause, c'est-à-dire que effectivement, pendant la plus grande partie de ma carrière, tous les jours, je suis allé au bureau, le même bureau, etc. Là, c'est un peu l'aventure, et en même temps, en plus, quand on est en temps partagé, chaque jour est différent. Et l'intensité du travail est pas du tout la même. Et quelque part l'intérêt, parce que même en CDI, je dirais, il y a des jours on a beaucoup de projets, il y a des jours où on en a moins. Donc, c'est ça qui est à relativiser. D'accord. Dans les différences peut-être entre le portage et le salariat classique type CDI, est-ce que vous avez un sentiment d'appartenance à une des deux entreprises, celle de portage ou l'entreprise cliente? Je dirais c'est plus l'entreprise cliente, parce que en particulier, alors là, c'est un mode particulier qui est le temps partagé que j'ai beaucoup pratiqué, mais c'est aussi valable quand j'ai fait de la transition. L'idée, c'est que on n'est pas un prestataire anonyme d'une société de service. On est plus comme un salarié de l'entreprise. On est impliqué tout en étant extérieur. Donc, pour l'entreprise, c'est également un avantage, on n'est pas compté dans les effectifs, mais le consultant fait vraiment partie de l'équipe. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, et c'est la valeur ajoutée qu'on a justement quand on apporte notre expertise. C'est qu'on doit être, en général, on a une grosse expérience, donc ça permet d'être opérationnel très rapidement et très efficace. Et par contre, il faut être très impliqué. Ça veut dire que on n'a pas, on fonctionne en jours facturés, donc on n'a pas de temps d'apprentissage et autres. Il faut aller très vite, il faut aller droit au but. Et en plus, comme on n'est pas salarié, on n'a pas d'intérêt particulier ou de politique aménagée pour sa carrière future. On sait qu'on est là pour un objectif précis et on va droit au but. Ok. Dans quelle situation c'est intéressant pour l'entreprise d'embaucher quelqu'un qui est en portage salarial? Alors, c'est comme on retrouve les mêmes avantages que pour un prestataire classique. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la flexibilité de la personne qu'on va engager par rapport à la mission. Alors, sans crainte de délit de marchandage, puisqu'en théorie, on n'a pas le droit de l'entreprise ne doit pas recruter une personne en particulier, mais là, comme il y a l'intermédiaire de la société de portage, donc ça limite ce risque. Mais quand une société veut un type de prestation, une expertise forte, pendant un temps limité sur un rythme qui peut être parfois, qui est rarement du temps plein, donc c'est pour ça que c'est compliqué, et sans avoir justement
comment dire, cet intermédiaire, cet écran de la société commerciale. Une société commerciale, son intérêt, c'est effectivement d'appliquer une marge la plus haute possible par rapport au travail effectué et ses consultants. Là, on est directement entre le travail effectué et le consultant. Voilà, il n'y a pas cette marge commerciale supplémentaire. Je me pose la question, qui c'est qui paye plus au bout du compte? Parce qu'entre du coup le salarié et l'entreprise, il y a un nouvel intermédiaire. Comment est-ce que cet intermédiaire se rémunère et comment est-ce que c'est impacté des deux côtés? Voilà. Le tarif est fixé par le consultant, hein, par l'expert. Donc, c'est le fameux TJM dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce tarif, en fait, c'est un prix de marché. On sait qu'un consultant des SI, des RH, DAF, il a un certain tarif en fonction de la durée d'intervention, de l'expertise demandée, de l'expérience du consultant. Donc, on arrive à définir des tarifs qui, en général, sont meilleur marché que celui des grands cabinets de conseil qu'on trouve sur la place. Hein. Donc, pour l'entreprise, je dirais, il y a un certain bénéfice par rapport au tarif du consultant proprement dit. Pour le salarié, le jobber, le fait de passer par une société de portage, ça veut dire qu'il n'a pas ses frais de gestion propres pour créer sa société, pour la gérer, pour facturer, etc. Donc, c'est la société de portage qui se rémunère par des frais de gestion, donc qui sont variables. Hein, donc, on va dire, je vais donner une échelle de 4 à 8% du montant facturé, sachant que ça peut être encore plus large que ça, mais il faut regarder ce qu'il y a derrière. Donc, chacun y trouve son intérêt. Le client, il a un expert qu'il a choisi, avec qui il travaille quasiment en direct. La société de portage se rémunère sur ses frais de gestion. Et le jobber, lui, ça permet d'être un taux journalier, je dirais, relativement compétitif pour assurer au moins l'équivalent d'un CDI, si j'ose dire, mais qu'il aura négocié lui-même. Et après, son intérêt, ça sera effectivement d'acquérir une certaine réputation qui fait que il aura des missions récurrentes ou qu'il se fera recommander d'un client chez un autre. Donc voilà, donc pour moi, il y a un intérêt pour les trois. Vous parlez d'aller chercher les clients. Comment vous avez vécu ça après avoir travaillé pendant des années et des années dans une même entreprise? Tout d'un coup, il faut aller chercher son propre patron, son propre client, l'entreprise dans laquelle travailler. Comment ça se passe, cette transition-là? Alors, effectivement, c'est pas forcément pour des experts un peu techniques comme moi ou managers. C'est pas forcément la partie commerciale qui est la plus immédiate. Alors moi, j'ai bénéficié un peu d'un marchepied avec Référence DSI, qui en fait me sous-traitait des missions, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient en charge de trouver les clients et j'intervenais comme sous-traitant. Donc ça peut être une possibilité. Et là, encore une fois, il y a une étape supplémentaire donc, qui intervient dans la marge finale. Et puis, sinon, c'est par le réseau, hein, donc les réseaux type LinkedIn, le réseau, ça peut être le réseau professionnel de la société de portage. Alors, c'est très valable en région. Hein. J'ai eu le cas, effectivement, puisque j'ai travaillé dans 2 régions, région parisienne et en Normandie. C'est clair que la société de portage en Normandie avait un réseau professionnel qui est quelque part plus limité en région, mais qui est quelque part incontournable. Et ça m'a permis de trouver ensuite des missions par moi-même. Hein. C'est-à-dire que encore une fois, c'est pas la société de portage qui trouve les missions, mais qui peut établir des contacts qui vont permettre de trouver des missions. Et on apprend en marchant, hein, même à 59 ans. Tout d'abord en intervenant en tant que sous-traitant, et ensuite en trouvant par moi-même les missions. D'accord. Au final, ça valait le coup? Ah, complètement. Oui, tout à fait. Enfin, je dirais, c'est vraiment une expérience très enrichissante. D'une part, par le temps partagé. Donc, je suis devenu par ailleurs un promoteur, parce que je pense que c'est très, très adapté non seulement aux personnes en fin de carrière, comme j'ai pu l'être, mais je suis partie d'une association qui fait la promotion du travail en temps partagé, dans lequel on trouve de plus en plus de jeunes qui veulent
ce mode de travail directement, soit pour faire du multi-activité, soit parce qu'ils ne souhaitent pas avoir un CDI temps plein. Quelles sont les situations dans lesquelles le portage salarial n'est pas intéressant pour un profil ou pour une entreprise? Alors déjà, ça ne marche pas pour tous les types de missions. Il faut que ça soit, il faut un TJM minimum, je crois que c'est de l'ordre de 300 euros par jour. Donc, ça applique plutôt à des experts dans des fonctions transverses, hein, donc bon, les systèmes d'information, bien sûr, la finance, les RH, le, la logistique, enfin, tout type de mission d'expertise, d'ingénierie, de conseil. Donc, c'est plutôt adapté pour ça. Ensuite, si on a, et si on veut, en particulier quand on veut le faire jeune, volonté de développer sa propre structure, on peut passer par le portage pour mettre le pied à l'étrier, mais ça permet ensuite de la créer. Donc c'est pour ça que je disais, ça évite de la créer, mais ça n'interdit pas non plus de la créer. Et je connais même des consultants qui ont à la fois leur propre structure et qui travaillent aussi en portage salarial. C'est-à-dire que ça permet vis-à-vis d'un client final, quelque part, de lui laisser le choix de la structure avec laquelle il veut contracter, soit la structure du freelance, quelque part, soit de la société de portage, voire même de faire un CDD. Voilà. Donc, Ok, si on devait essayer de spotter, cibler un peu un profil type du porté, comment est-ce qu'on le reconnaît dans une soirée, par exemple? euh, Bah déjà, je pense que c'est quelqu'un d'épanoui parce que il n'a pas de soucis. C'est-à-dire, je pense qu'on aurait pu me demander quels sont les inconvénients du portage salarial. Bon, en dehors du fait qu'effectivement, il y a des frais de gestion. Mais pour le reste, je vois pas d'inconvénients, d'autant plus que c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que on peut utiliser à plein ou partiellement cette structure. On peut la mettre en œuvre très rapidement, hein, c'est-à-dire du jour pour le lendemain. On trouve ça, par exemple, on trouve sa mission, on top là, et 24 heures après, on peut avoir à la fois un contrat de prestation de service entre la société de portage et le client final, et un contrat de travail entre la société de portage et le salarié porté. Comment bien choisir sa société de portage? Alors là, j'ai pas de solution miracle. Bon, la démarche est classique, hein, mais je dirais que c'est un peu comme un recrutement. Tout d'abord, bon, sur Internet, on trouve évidemment beaucoup de choses et de tout. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que on va du low cost, où on parle que des frais de gestion, à des sociétés qui accompagnent, en particulier, je pense, aux managers de transition, qui ont donc les sociétés de portage qui proposent une gestion des risques professionnels plus évoluée, hein, parce que quand on est effectivement directeur d'usine en transition, les risques ne sont pas les mêmes que celui qu'on est développeur web. Donc voilà, le spectre est très très large. Alors après, comment sélectionner? Ça dépend parfois aussi de l'implantation, ça peut être national, ça peut être régional. Moi, je dis toujours que de toute façon, après cette première présélection, il faut rencontrer le responsable, soit du réseau, soit de l'agence, en fonction de la taille de la société de portage. Et alors, on peut faire des comparatifs très très évolués, mais évidemment, comme je vous dis, les frais de gestion, la fourchette est assez large et les services proposés, même s'ils se ressemblent, on trouve quand même des différences. Bon, prendre une société, alors il y a des fédérations professionnelles du portage salarial, hein, donc il vaut mieux prendre une société qui adhère à une fédération nationale. Là aussi, ça rassure. Et puis, effectivement, une fois qu'on a rencontré deux ou trois maximum personnes qu'on a choisies, c'est celle avec qui on se sent le mieux. Je dirais, c'est comme pour un recrutement. Il y a une part rationnelle et une part de feeling qui est importante. Et puis, de toute façon, on n'est pas marié non plus avec la société de portage, hein. C'est-à-dire qu'on peut signer avec une société de portage pour une mission et la mission d'après, on signe avec une autre, hein. Donc, voilà, donc il ne faut pas stresser non plus. Voilà. Mais c'est toujours un exercice passionnant. Et donc, si on est en région, je pense que le réseau est important.
Quand on est en Île-de-France, c'est un peu différent parce que le réseau est tellement vaste, c'est difficile de capitaliser uniquement sur celui de la société de portage. Quand on est en région, ça peut être important, effectivement. Un critère important de choix, c'est la qualité du réseau professionnel, parce qu'en fait, on se retrouve très rapidement avec les mêmes personnes. D'accord. Et peut-être pour conclure, est-ce que vous avez une anecdote sur le portage salarial? Quelque chose peut-être d'étonnant qui vous est arrivé? Ouais, bon, c'est justement pour illustrer un peu mon changement de région. Donc, j'ai souhaité quitter la région parisienne et j'ai commencé à prospecter sur la Normandie. Et puis, j'ai trouvé une mission de transition avec démarrage immédiat, comme c'est souvent le cas. Comme j'avais eu l'occasion la semaine d'avant également de connaître la responsable d'une société de portage salarial donc en Normandie, donc j'ai pu boucler, si j'ose dire, en moins d'une semaine, et quelle semaine puisque c'était entre Noël et le Nouvel An, la mission, le contrat de prestation de service et le contrat de travail entre Noël et le Nouvel An pour démarrer début janvier, quoi. Voilà, donc c'est vraiment très très flexible. Et puis bon, je dirais, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et je pense que ça rassure aussi l'entreprise. Je pense que si je m'étais présenté comme freelance indépendant, la structure pour laquelle j'ai fait cette mission, en plus c'était une collectivité locale, etc. Bon, ils sont peut-être un peu plus réticents. Alors que là, le fait d'avoir un prestataire de société de portage, ça s'est fait effectivement très facile. Ok, génial, oui. Donc, c'est vraiment un contrat très, très flexible qui apporte beaucoup de liberté à ceux qui veulent faire typiquement une transition entre le CDI et le freelancing. Oui, complètement. Une bonne intermédiaire. Voilà, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Génial. Bon, merci beaucoup, Alain, pour tous ces conseils et cette expérience. Ok, merci. Au revoir et bon vent pour Viva Job.